Vous écoutez France Culture. Semaine spéciale sur la condition pénitentiaire, aujourd'hui dans la Fabrique de l'Histoire, mais également dans d'autres émissions de France Culture, avec Sur les docks cet après-midi, ainsi que Le Grain à moudre. Toute la semaine, la Fabrique de l'Histoire revient sur l'histoire des prisons et s'attache en particulier à une figure qui a beaucoup marqué l'histoire des prisons, même s'il n'était pas historien soi-même, lui-même, c'était la figure de Michel Foucault. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous vous proposons en réécoute un documentaire déjà diffusé sur notre antenne le 25 mars dernier, Foucault et les historiens dans l'impossible prison. Séverine Liattard et Charlotte Roux, dans ce documentaire, reviennent sur l'histoire d'une rencontre qui s'est plutôt mal passée entre le philosophe et des historiens. C'était 3 ans après la parution en 1975 de Surveiller et punir, et à la Sorbonne, cette rencontre était organisée pour tenter de rapprocher les points de vue entre Michel Foucault et certains historiens qui avaient travaillé eux aussi sur le crime et la prison. Ces historiens reprochaient au philosophe un peu de flou dans sa démarche. Le philosophe plaidait, lui, pour des enjambées, des grandes enjambées à travers les siècles, pour mieux comprendre cette question de l'incarcération. Cette table ronde de la Sorbonne de 1978 a donné lieu à une publication, L'impossible prison, un peu plus tard. Michel Perrault en a été la maîtresse d'œuvre. Nous aurons dans ce documentaire de Séverine Liattard et de Charlotte Roux aujourd'hui les témoignages de Michel Perrault, d'Arlette Farge, d'André Zisberg, de Jean Lebrun et de Jacques Revel. Michel Foucault et les historiens dans l'impossible prison. Moi, personnellement, je ne suis pas historien, mais pas historien du tout. Mon problème, c'est malgré tout un problème de philosophe. Michel Foucault, 1977. Bon, la philosophie, qu'est-ce que c'est sinon, en gros, poser la question de ce que c'est que la vérité. Non pas la question quelles sont les choses qui sont vraies et quelles sont les choses qui sont fausses, mais qu'est-ce que c'est que ça, finalement? Poser la question de la vérité. Comment se fait-il que dans une civilisation comme la nôtre, tout puisse s'ordonner, ou un nombre en tout cas considérable de choses, puisse s'ordonner à ce grand partage du vrai et du faux? Alors, c'est ce problème philosophique que j'essaie d'aborder, non pas avec les instruments de la logique, comme on l'a fait longtemps, non pas avec les instruments de la psychologie, comme ça s'est fait également, ou de l'analyse de la conscience, mais avec les instruments de l'histoire. Quelle a été la trajectoire de la question de la vérité dans notre société ? Michel Perrault. Foucault avait publié en 1975 « Surveiller et punir », pour lequel on a été nombreux à avoir beaucoup d'admiration. Et pour ma part, je travaillais aussi sur les prisons à cette époque-là. Il y avait un mouvement général qui poussait un peu à travailler sur les prisons. Et dans une société qui s'appelle la Société des Révolutions de 1848, j'avais proposé de faire quelque chose sur les prisons en 1848. Ça avait bien marché, les gens avaient été contents, et du coup on avait décidé de faire un numéro spécial de la revue de 1848 autour du thème des prisons. Et à ce moment-là, Jacques Léonard, qui est un historien de l'histoire de la médecine aujourd'hui décédé, avait dit « Moi je ferais bien un compte-rendu du livre de Michel Foucault, Surveiller et punir ». Bien, alors on lui a dit « C'est épatant ». Et il a fait ce compte-rendu, et un peu l'historien et le philosophe, c'était ça, assez critique. Alors, je l'ai envoyé à Foucault, que je connaissais personnellement, en lui disant, voilà ce qui va paraître sur Surveiller et punir dans cette revue, je pense que ça vous intéresserait de la voir avant. Il m'avait dit oui, très bien. Je lui ai dit, vous savez, peut-être que vous ne serez pas d'accord. Il m'a dit, ça m'est bien égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les historiens s'intéressent à mon travail. Voilà. Je lui ai envoyé. Ça l'a fait rire un peu.
parce qu'il a trouvé que les objections des historiens, c'était... Et comme il avait énormément d'humour, il a répondu par un texte qui s'appelle « La poussière et le nuage ». Alors la poussière, c'était les historiens, et le nuage, c'était les philosophes. C'était assez caustique, hein. Autrement dit, il y avait ces deux textes-là, et on a décidé qu'on allait publier tout ça avec l'accord, naturellement, des différents participants. Et Foucault m'a dit, mais ce qui serait intéressant, c'est que on débatte de ces deux textes-là. C'est lui qui l'a souhaité. Hein. Je lui dis, ah oui, c'est une très bonne idée. Il me dit, vous voyez François Ewald, qui était son assistant au Collège de France, et puis arrangez ça tous les deux. Donc nous avons ensemble organisé cette table ronde qui consistait à faire se rencontrer à la Sorbonne, en l'occurrence, dans une petite salle de la Sorbonne, escalier C, 3e étage, des historiens et des philosophes. Alors, Ewald et Foucault étaient responsables de leurs philosophes, et puis nous, on était responsables de nos historiens. En 1978, une table ronde est organisée à la Sorbonne entre Michel Foucault et les historiens, suite à la parution d'un compte-rendu très critique de Surveiller et punir, produit par l'historien de la médecine Jacques Léonard. Michel Foucault rédige un texte-réponse et accepte également de se confronter à un collectif d'historiens, dont certains travaillent sur la prison, et qui sont désireux de connaître la manière dont le philosophe définit sa démarche d'historien. Depuis les années 1970, l'histoire vit son éclatement, puisqu'elle tend à s'écrire au pluriel avec une minuscule. Elle multiplie ses objets de recherche, connaît une dilatation de ses territoires, et Michel Foucault participe à cette évolution de la discipline qu'il théorise en partie dans Les mots et les choses, puis dans l'archéologie du savoir. Il s'en prend à l'histoire comme totalité, comme référent continu, et préconise de s'intéresser à la dispersion des savoirs plutôt que de chercher à élaborer de grandes synthèses. Lors de cette discussion, le philosophe dit entre autres aux historiens qu'ils se font une idée trop étroite du réel historique et qu'ils ont tort de ne pas intégrer dans leur champ d'investigation les productions imaginaires et autres dimensions symboliques qui sont aussi des fragments de réalité. Les textes de Michel Foucault et de Jacques Léonard sont publiés en 1980 dans L'impossible prison. L'ouvrage rassemble également le dialogue des historiens avec leurs hôtes, relus et retravaillés par ce dernier, ainsi qu'une série de contributions sur l'histoire de la prison et de l'enfermement proposées par des historiens spécialistes de la question. Il y avait deux catégories d'historiens. Michel Perrault. J'allais dire statutairement liés à la société de 1848, pour n'en citer que deux, Maurice Agulon et Rémy Gossès, qui était une cheville ouvrière de cette revue, et puis Catherine Duprat aussi. Et puis Foucault est venu avec différents historiens, notamment des Italiens. Alors Alessandro Fontana Voilà. Et puis Ginsburg. Voilà. Alors parmi les historiens, j'ai dit qu'il y avait les gens de 1848, mais j'ai pas dit l'essentiel. Il y avait Arlette Farge, Jacques Revel, autrement dit des historiens qui, eux, par leur travail, étaient plus liés à Foucault que les gens venant de la société de 1848. Tout ce monde-là, ça représente, je sais pas moi, une quinzaine de personnes. Assez tendu au départ, assez froid. Foucault, il a eu l'impression, il me l'a dit après, d'être devant des juges. Il a trouvé que les historiens étaient un peu altiers à son égard. Hein. C'était un peu vrai d'ailleurs. Quel souvenir, pour vous, Arlette Farge, cette réunion donc entre des historiens et le philosophe Michel Foucault, suite à la parution de son ouvrage donc Surveiller et punir. Qu'est-ce que ça évoque pour vous immédiatement ? Les choses qui m'ont marqué d'abord, c'est que c'est quand même 3 ans après, 78, c'est 3 ans après la parution de Surveiller et punir en 1975. Ça veut dire que la réaction est lente quand même des historiens. Et nous, les participants, nous savons d'emblée que cela va être difficile. Parce que effectivement, l'accueil fait à Surveiller et punir par les historiens n'est pas le meilleur accueil du monde. Et donc, je me souviens de quelque chose d'immensément silencieux et tendu.
avec Michel Foucault, qui quand même à cette époque-là en impose à tout le monde, ne serait-ce que par son aura qu'il avait à cette époque-là. Ses cours au Collège de France sont bourrés, les jeunes sont vraiment très proches de lui, etc. Et l'assemblée des professeurs d'histoire qui sont autour de lui sont extraordinairement tendus. Donc une sorte de silence très grand. Mais je trouvais ça énorme, de mes yeux jeunes et d'historienne commençante, qu'on puisse, avec les arguments qui lui ont été donnés, mettre quelqu'un au tribunal de l'esprit. Oui, donc il y a un peu ce sentiment qu'on finalement Foucault, est-ce qu'il se prétend historien, Foucault ? Pas forcément, mais il prétend quand même faire de l'histoire, soit convoqué par la Corporation des historiens. Et c'est vrai que quand on lit le texte de Jacques Léonard, on a un peu l'impression que, on lui demande des comptes à Foucault. S'il veut être historien, sa méthode ne correspond pas à celle des historiens, l'objet étudié ne correspond pas à celle des historiens, d'où parle-t-il, que veut-il ? Enfin, c'est un peu le reproche qui lui est fait dans ce texte de Jacques Léonard, et à partir duquel va s'élaborer cette table ronde de 78. Absolument. Et vraiment, les charges, c'est Jacques Léonard qui les exprime, mais ces charges-là, je dois dire, elles sont très fortes, elles existent dans tous les esprits des historiens, elles sont très présentes. C'est vrai qu'on lui récuse en effet un métier d'historien. Il s'est toujours dit philosophe et historien. Bon, l'histoire de la folie, si c'est pas de l'histoire, je sais pas ce que c'est. La naissance de la clinique, si c'est pas de l'histoire, je sais pas ce que c'est. Bon. Mais derrière cela, il y a vraiment un problème épistémologique, éthique, philosophique, idéologique et politique aussi à l'époque. Donc il y a une espèce de contentieux d'un corps professionnel qui est académique et d'un corps professionnel d'historien qui est comme ça sur ses ergots, franchement. Pas tout le monde, pas Michel Perrault, pas moi, parce que moi j'étais tellement éblouie par Surveiller et punir que je ne comprenais même pas ce qui se passait devant moi. Et convoquer Michel Foucault, fallait s'attendre, effectivement, il demande d'ailleurs à faire sa réponse par écrit, il l'a fait en plusieurs fois et personne n'y touchera. Mais ça semble totalement surréaliste. Jacques Revel. Moi, j'ai pas du tout eu le sentiment que Foucault avait été traîné devant un tribunal d'historiens. Et à vrai dire, l'accusé, s'il y en a eu un, c'était Jacques Léonard, puisqu'il avait produit cet article que Foucault a massacré avec virtuosité, beaucoup de cruauté aussi, parce que il boxait pas dans la même catégorie, il parlait pas de la même chose, mais le maître du jeu du bout en bout est resté Foucault. Et je veux quand même rappeler qu'il a existé, je dois même avoir quelque part dans mes archives, une transcription du débat qui a suivi la présentation de ces papiers, et que tout a été réécrit par Foucault. C'est-à-dire que le débat a été totalement réintégré dans la perspective qu'avait choisie Michel Foucault. Il était plus rapide, plus habile que nous, il savait mieux où il allait, etc. Mais l'idée que ce malheureux aurait été convoqué pour se faire remonter les bretelles par des historiens, non, c'est faux. André Zisberg, spécialiste de l'histoire du bagne. C'était tout de même un moment important, non pas par égard aux participants, mais parce qu'il y avait réellement eu un dialogue entre des intellectuels qui n'exerçaient pas le même métier, mais qui se rejoignaient sur le plan des idées, des préoccupations, par rapport à l'histoire, à la philo, mais aussi par rapport à ce qui se passait présentement en France à ce moment-là, puisque le contexte, c'était aussi tout ce qui touchait la révolte des prisons. Et donc ça, c'est des choses qui comptent dans la mesure où Foucault, lui, avait des engagements politiques et idéologiques, mais il ne faut pas croire non plus que les historiens, même quand ils ne sont pas engagés, n'ont pas de préoccupation dans leur recherche par rapport à ce qui se passe dans le présent. Depuis les années, on va dire 65 à peu près, des historiens de diverses périodes et de diverses mouvances s'intéressaient d'une manière générale au phénomène de la répression. Et plus seulement de la répression politique, mais de la répression policière, de la répression judiciaire,
du rapport entre la société et la justice. Donc ça, c'était dans l'air, parce qu'il y a des courants, il y a des modes en histoire, et il y avait un lien très fort, à mon avis, entre ce courant déjà et toutes les questions que des sociologues, des gens de domaine pénitentiaire se posaient au sujet du pénitentiaire. Et puis, cet intérêt pour la répression prenait deux formes. Une étude déjà des institutions de répression, des prisons en elles-mêmes, du carcéral, mais aussi le développement, et c'était plutôt le courant auquel j'appartenais, d'une sorte de, on va dire, de sociologie rétrospective qui s'intéressait aux condamnés, aux gens qui étaient saisis au corps par la justice en fonction des archives, des procès, parce que on avait découvert avec des historiens et des historiennes comme Arlette Farge une espèce de... Les archives judiciaires, notamment de l'Ancien Régime, sont des archives absolument fascinantes, parce qu'on dit des choses absolument ahurissantes sur la vie des couples, sur la vie des familles, sur les pulsions, sur les mouvements collectifs, les comportements qu'on avait vus nulle part ailleurs. Et donc il y avait aussi une approche par rapport à l'étude des comportements. Ça touchait également l'histoire sérielle, etc. Radioscopie. Jacques Chancel s'entretient avec Michel Foucault, 10 mars 1975. Michel Foucault, il y a tellement de choses à l'intérieur de votre tête. Il y a tellement de connaissances, et puis vous apprenez tous les jours et vous avez des dispositions pour apprendre peut-être plus que d'autres, qu'à un certain moment on peut avoir peur de soi-même. Non ? Non. Il n'est pas difficile de faire la synthèse ? Si, bien sûr, mais est-ce que je fais de la synthèse ? Je n'essaie pas de le faire et je ne voudrais pas précisément la faire. M'intéresse beaucoup plus ces fragments de savoir que l'on peut faire réémerger, auxquels on peut donner un sens politique actuel, que l'on peut faire fonctionner comme des armes. Un savoir qui serait en même temps une stratégie, un savoir qui serait en même temps une armure ou une arme offensive, c'est ça qui m'intéresse. La synthèse, reconstituer, si vous voulez, l'histoire de l'Occident, ou en décrire la courbe, ou en fixer le destin, ce n'est pas des choses qui m'intéressent. Mais qu'est-ce qui, finalement, dans le creux de notre histoire, dans la nuit des souvenirs historiques oubliés, peut-être maintenant repris, récupérés, tirés au jour et utilisés, alors c'est ça qui m'intéresse. Michel Foucault, il y a un autre travail où vous êtes penché et vous avez réussi. C'est un livre qui paraît chez Gallimard, Surveiller et punir. Et cette fois-ci, vous avez fait l'analyse des rapports entre les crimes des hommes et les méthodes employées par la société pour les punir. Alors, on peut se poser cette question, je crois qu'il est facile d'y répondre. Depuis quand punit-on ? Depuis le commencement ? Oh oui, depuis quand punit-on ? On peut dire depuis le commencement, oui. Ça a été vraiment la première vertu. Défaut. La première vertu de punir ou d'être puni ? D'être puni. Oui, si vous voulez. Oui. Non, enfin, en tout cas, on ne trouve vraisemblablement pas de groupes sociaux sans punition. Ce qui me paraît, en revanche, assez caractéristique de notre société, c'est la surveillance. Pour ça qu'à vrai dire, j'aurais dû appeler mon livre « Punir et surveiller ». La surveillance étant curieusement une des manières, je ne dis pas exactement de punir, mais de faire fonctionner le pouvoir punitif. Bon, parce que il me semble que dans la société, même encore au XVIIIe siècle, le nombre de gens qui échappaient effectivement aux lois sous le coup desquelles normalement ils auraient pu tomber était immense. Le pouvoir pénal, le pouvoir de punir, était un pouvoir discontinu, lacunaire, plein d'alvéoles, plein de trous. Ce qui explique d'ailleurs que lorsque, effectivement, on s'emparait d'un criminel, eh bien, les peines que l'on imposait étaient formidables. D'autant plus formidables que, justement, les autres couraient et qu'il fallait, comme on disait, faire exemple. L'effroi de la terreur devait compenser la discontinuité de la punition. Et il me semble qu'à partir de la fin du XVIIIe, début du XIXe, on a cherché à avoir un pouvoir punitif. Il y a toujours le pouvoir dans ce que vous faites. Oui, et oui, toujours. Pouvoir punitif qui pouvait être plus doux dans la mesure même où il était plus continu et où, en principe, personne n'échappait.
dans les débuts de sa carrière, Michel Perrault. Foucault, c'est des philosophes qu'il était loin, enfin, des philosophes tels que la philosophie se pratiquait. Il n'avait cessé de marquer sa différence. Pour lui, la métaphysique, c'est pas ça qui l'intéressait, on le lui a reproché d'ailleurs. Et il avait trouvé, du côté des historiens du milieu des années 50, c'est à ce moment-là qu'il commençait ses travaux, il avait trouvé l'école des Annales, qui était une école en plein renouvellement. Il avait trouvé ça formidable. Et quand il avait publié Histoire de la folie, il avait eu un compte-rendu dans les Annales, un double compte-rendu. Il y avait eu un compte-rendu de Robert Mandrou, et il y avait eu un papier d'humeur, si on peut dire, de Fernand Braudel. Autrement dit, j'allais dire l'establishment des Annales était là pour dire, mais c'est un livre extraordinaire. Et simplement, ce qui était assez drôle, c'est que ils disaient l'un et l'autre d'une manière différente, d'ailleurs Mandrou et Braudel, au fond, à Foucault, encore un effort. Encore un effort pour que vous deveniez vraiment un historien. Voilà. Mais vous êtes chez nous, bienvenue. Il faut bien voir ce qu'est l'histoire dans ces années-là. L'histoire est la discipline glorieuse. D'un côté, elle apportait beaucoup de nouveaux, beaucoup de changements, beaucoup de choses. C'est ça qui avait attiré Foucault. Mais d'un autre côté, il n'avait pas l'intention de devenir un historien des annales et d'histoire de mentalité. C'était pas son affaire. Il cherchait dans l'histoire des moyens de renouveler sa réflexion philosophique, de renouveler la réflexion philosophique. C'était ça qui était important. J'ai entendu parler de Foucault relativement tôt parce que Jacques Revel. L'Histoire de la folie est sortie quand j'étais en Cagne. Pour les gens de ma génération, l'œuvre de Foucault à partir de l'Histoire de la folie a au fond quand même fortement modelé nos façons de voir, même si on ne faisait pas du Foucault, et d'ailleurs on n'en aurait probablement pas été capable. Foucault à la fois nous facilitait et nous compliquait les choses. Pour les gens qui ont lu l'archéologie du savoir, quand le livre est sorti, en 69, c'est un livre qu'on a lu, relu, beaucoup discuté entre nous. C'est un livre attrape-tout, qui est à la fois une sorte de proclamation spectaculaire de proximité avec l'histoire sérielle, le modèle donc dominant dans ces années 60, début 70, et en même temps c'est déjà tout autre chose, mais comme très souvent dans les textes de Foucault, une ambiguïté soigneusement maintenue, et qu'il a même théorisé. Vous me croyez ici, mais je suis déjà là-bas et je vous regarde en riant. Donc, oui, je pense que la réflexion sur leur discipline des gens de ma génération a été en partie construite par rapport à ce que nous comprenions de Foucault. Jeune historien, Jean Lebrun travaille à l'époque sur une colonie pénitentiaire pour jeunes détenus, inaugurée en 1854 dans le vieux monastère de la Trappe. À l'époque, je fréquente la revue Esprit, et au comité de rédaction d'Esprit, on parle évidemment beaucoup des questions pénitentiaires, en France avec le GIP, mais aussi à cause de la lecture de l'archipel du Goulag. Il y a, pour les gens de ma génération, du moins ceux qui s'intéressaient de manière critique au communisme, deux phénomènes concomitants, la perception de l'importance du Goulag, le mystère de son fonctionnement quotidien, puis alors l'attrait, j'allais dire romantique ou post-romantique pour les détenus français d'autrefois, dont on rapproche le sort de ceux pour qui on milite au sein du GIP. Et alors parmi les détenus français d'autrefois qui font rêver d'une certaine manière, des aspects un peu troubles dans cette rêverie, il y a des personnages comme Pierre Rivière. Moi j'étudie à l'époque l'histoire de la Trappe et ça se passe dans le bocage normand, dans des vallées retirées. L'histoire de la Trappe, comme l'histoire de Pierre Rivière, dans un département voisin.
L'attrait romantique, il porte aussi sur les colonies d'enfants sauvages, enfin les colonies d'enfants coupables, les colonies d'enfants qu'il faut réhabiliter. Alors, il y a concomitance comme ça de toutes ces influences. Et l'influence de Surveiller et punir en particulier, Jean Lebrun, c'est-à-dire Foucault publie cet ouvrage, donc en 1975. Est-ce que celui-ci même, cet ouvrage, a une sorte d'influence dans le fait que vous travaillez sur cette question-là? Sur les gens de ma génération, oui, sur l'érudit que je cherche à être et qui va à la Bibliothèque nationale quotidiennement et qui croise, mais au bout de la salle, là, vous pouvez lire les professeurs du Collège de France, Michel Foucault, bien évidemment. D'ailleurs, ce texte que j'ai commis, il est vraiment marqué par une imitation servile de la grille de lecture de Foucault, alors que j'avais un très beau matériau qui aurait peut-être permis, si j'avais été dégagé de cette influence davantage, une plus grande liberté de lecture et un plus grand respect peut-être de la spécificité des gens que j'observais, que ce soit les moines surveillants, le personnel civil surveillant de la colonie agricole, ou que ce soit les enfants. L'application du schéma de Foucault, c'était évidemment de rapprocher cette aventure brève de 3 ans de la maison de redressement ecclésiastique, et puis l'aventure d'une génération de la colonie agricole et pénitentiaire des années 1850-1880, en m'interrogeant bêtement sur le thème, est-ce que le monastère est une prison? Est-ce que c'est une institution totalitaire? Et alors, dans les sous-titres de l'article, je n'hésite pas à un moment, sans point d'interrogation, à écrire « Le monastère, institution totalitaire », bien évidemment. Et donc, lorsque son livre est sorti en 1975, André Zisberg. Pour nous, ça a été formidable. Moi, l'impression que j'ai eue, j'ai dit enfin un philosophe que je peux comprendre. Là, on avait un philosophe qui écrivait de l'histoire, parce que c'était bien de l'histoire, mais il présentait pas tout à fait ça comme une histoire. Il employait le terme de généalogie des savoirs, mais ce n'est pas difficile à décrypter. Voilà quelqu'un qui nous proposait une trame globale pour mieux lire toute l'histoire de la pénalité depuis l'Ancien Régime, pratiquement jusqu'à l'époque d'aujourd'hui. Et il donnait des clés, et c'était clair, intelligent, jubilatoire, comme son rire. Il écrivait magnifiquement. Et ça nous a tout de suite interpellés, parce qu'on a dit, ben voilà, mais on travaille aussi dans ce domaine-là. Au début, on a dit, oh, mais il ne travaille pas vraiment sur les archives. Bon, alors c'est vrai, mais c'est stupide quand on y réfléchit un petit peu, parce que c'était les archives imprimées, et puis il travaillait sur le discours, sur les mentalités, sur les comportements, tout ça était évident. Et donc, à partir de là, on a esquissé un dialogue, et je pense que cette table ronde, eh bien, a été vraiment un démarrage de ce qu'on appellerait aujourd'hui, de manière pompeuse, l'interdisciplinarité. Jacques Revel. Foucault, il allait à la Bibliothèque nationale, il y passait des journées à lire des textes que personne ne lisait, mais il ne faisait pas le travail d'archive que aurait fait au même moment un historien de la prison qui aurait été voir qu'est-ce qui se passait dans les administrations, où étaient les budgets, dans quel programme ça s'insérait. Ce qui n'est pas plus vrai ni moins vrai, mais qui est aussi un des éléments de l'histoire de la prison. Alors je pense que Léonard, c'est au fond, était sensible au caractère purement discursif du dossier constitué par Foucault, qu'il s'agisse de textes sur la prison, sur le caractère criminogène de la société, sur le moyen de redresser à travers la punition, etc. Bon, c'est pas un terrain sur lequel on pouvait chercher Foucault, sauf à lui dire, ce qui n'est pas faux, plusieurs histoires de la prison sont possibles. À quoi Foucault a dit oui, mais les autres ne m'intéressent pas. Et au fond, quand il dit, dans le texte très remarquable de l'impossible prison, vous n'avez pas compris que ce que j'essaye de faire, c'est une histoire des conditions dans lesquelles on pense en termes de vrai ou de faux. Bon, c'est magnifique, je pense que c'est son projet de fond.
Mais en même temps, il tire le tapis sous les pieds de ses contradicteurs. Il choisit le terrain sur lequel il veut défendre son programme et sur lequel la plupart des critiques qu'on lui porte n'ont plus de pertinence. C'est vrai que c'est quelqu'un qui va se sentir très blessé. Arlette Farge. Par une des critiques qui est la plus forte, enfin une de celles qui avait été la plus forte exprimée par Jacques Léonard, qui était mais d'où parlez-vous? Et dans vos livres, on voit marqué on ceci, on fait cela, on a dit que vous ne travaillez que sur des dispositifs, donc vous n'atteignez pas le réel. Et cette formulation, c'est sûrement celle qui a le plus blessé Michel Foucault, qui était un homme d'archives, qui était un homme qui avait une émotion extraordinaire en lisant les archives, qui après a fait quand même il y a le Moi Pierre Rivière, il y a le Désordre des familles, il y a Alexina Babin, il y a beaucoup de livres à partir et de recherches de lui à partir justement des archives. Donc les personnes lui tiennent à cœur. Et c'est pas parce que lui il estime que englober ces personnes, ces effractions du singulier, dans son système à lui, dans ce parcours conceptuel si énorme qu'il tente et si formidable quand même, que même si on est d'accord ou pas, voilà, derrière il y a des hommes et des femmes, mais il ne travaille pas comme un historien positiviste. Là, Jacques Léonard lui renvoie un positivisme absolu. Vous jonglez sur les périodes, vous ne mettez pas de citations en bas de page, c'est-à-dire on ne dit même pas ça, moi je ne me permettrais même pas de dire ça en soutenance de thèse à un étudiant. Je veux dire à Foucault, vous ne mettez pas de citation. Moi, j'avais les yeux plongés, quoi. Je me disais, voilà. C'est vrai, d'ailleurs, que Michel Foucault cite très peu. C'est tout à fait vrai. Bon, et alors? Et on dirait que la caste des historiens tenait la vérité et qu'en face, on avait un trublion qui était venu mettre un désordre absolu dans les fiches et que nous, on était des gens qui tenions bien nos fiches et qui disions le réel. Il y a eu aussi des choses qui étaient peut-être de l'ordre plus politique et philosophique. Michel Perrault. Maurice Agulon, qui était le responsable de la Société de 1848 et qui incarne au fond, dans le monde des historiens, le républicain, j'allais dire l'histoire de la République, la conscience républicaine, la démocratie, le citoyen, enfin, toute l'œuvre de Maurice Agulon, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan personnel, va dans ce sens. Et il faut dire que Maurice Agulon était très réticent vis-à-vis de Michel Foucault. Il trouvait que Michel Foucault critiquait trop les Lumières. Il critiquait trop les Lumières en disant qu'au fond, le totalitarisme avait pu être engendré aussi par les Lumières. Alors ça, c'était pas admissible pour quelqu'un comme Maurice Agulon, parce que c'était brader le progrès. Oui, on sent dans le texte de Jacques Léonard, et c'est d'ailleurs dans la réponse aussi de Michel Foucault à Jacques Léonard, il y a cette ambiguïté, c'est qu'en fait, Foucault dit « Vous me reprochez de proposer un schéma, alors que je ne propose pas de schéma, mais si vous en voulez vraiment, écoutez, je vais faire un effort, je vais vous présenter ma méthode point par point. » Oui, c'est absolument ça. C'est-à-dire qu'il le prend un peu à revers, effectivement. Et en même temps, quand on prend sa méthode point par point, on voit à quel point ce sont deux mondes qui se rencontrent. C'est donc peut-être ça, Arlette Farge, c'est que Foucault révolutionne trop l'histoire et les historiens d'une certaine manière. Oui. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il y avait un état de sidération au sens psychanalytique du terme. Sidéré, donc du coup, on n'en voit pas les bonnes armes, quoi. Et ça, je crois que c'est tout à fait vrai. C'était vraiment... Voilà, moi j'aurais pas pu penser Surveiller punir quand je le lis pour la première fois, je connaissais pas Foucault, c'est un émerveillement au contraire, ce sont des portes qui s'ouvrent. Michel Perrault. La grande affaire, et surtout avec Surveiller et punir, c'était le savoir et le pouvoir, et notamment le système de pouvoir. Et de ce point de vue-là, Surveiller et punir est sans doute le grand livre de Michel Foucault sur l'organisation du pouvoir. C'est le livre des disciplines. Parce que dans ce livre, il ne traite pas seulement des prisons. Il traite du corps du soldat. Il y a un chapitre magnifique où il montre ce qu'est l'exercice militaire. Les soldats en rang, qui doivent faire tous les mêmes mouvements, et c'est la figure pour lui de la discipline. Donc d'une discipline héritée du passé aussi. C'est pas seulement la société industrielle qui a inventé la discipline. On remanie des éléments bien antérieurs. Vous savez que dans ce livre Surveiller et punir, il y a
fameux chapitre sur le panoptique. Alors précisons un peu, justement, c'est quoi le panoptique de Bentham, Michel Perrault? Le panoptique de Bentham est un pénaliste anglais, Jérémie Bentham, et qui avait publié à la fin du XVIIIe le panoptique, c'est-à-dire un texte programmatique pour les institutions de contrôle et de surveillance. Et il avait fait quelque chose d'extrêmement précis et clair, c'était un plan d'architecture. Et il disait, je vais résoudre les problèmes de discipline par un simple plan d'architecture, avec des solutions pour les liaisons entre le centre et la périphérie, le centre où est le gouverneur de la prison, et la périphérie où sont les prisonniers, sur la circulation de l'air, enfin des tas de choses. Et en même temps, c'est un texte politique. Alors c'est pour ça que Foucault avait été très, très impressionné par le panoptique. Alors en ce sens, selon Foucault, le panoptique était vraiment typique des sociétés du 19e, voire du 20e, parce que le principe du panoptique, c'était surveiller sans être vu. Oui, c'est ça, exactement. Il a été l'un des premiers à piger le rapport entre l'évolution, la révolution de la pénalité qui se produit et l'évolution de l'architecture. André Zisberg. Et l'idée que pour l'architecture des prisons, on adopte les points de vue de Bentham, c'est-à-dire de fabriquer une architecture à partir de laquelle, avec des moyens précaires, il n'y a pas de caméra électronique au début du 19e siècle, mais tout est visible, et c'est encore aujourd'hui vrai. Les bracelets de surveillance, tous les systèmes qu'on essaye de mettre en œuvre, on est encore dans le système panoptique de Bentham. Donc, je dirais que Foucault a très bien décrypté les choses, et d'autre part, avec d'autres qui ne sont pas nécessairement des historiens de métier comme Philippe Ariès par exemple, il ouvre la voie à l'étude des comportements également, parce que ces choses-là, il arrive à les décrypter et il vit dans la vie réelle. Foucault a été dans les prisons, il a travaillé avec des comités qui se préoccupaient de ce qui se passait à ce moment-là, et donc on a quelque chose que les historiens n'aiment pas, où on n'est plus uniquement dans l'ordre du discours, dans le silence feutré des archives et des bibliothèques, et on est dans la vie réelle. Voilà. Malgré l'engouement d'une partie des historiens pour le travail de Michel Foucault, les désaccords et les malentendus sont perceptibles et consacrés dans l'édition de ce dialogue par une double postface de Michel Foucault et Maurice Agulon. Dans le même temps, cette rencontre constitue une première étape dans l'amélioration d'une connaissance réciproque. Michel Perrault. Bon, la discussion s'est engagée, les historiens posant des questions, Foucault faisant des objections également, Foucault répondant, et au bout du compte, tout ça enregistré, et au bout du compte, un texte absolument gigantesque. Alors, on décide de publier tout ça. Et de publier les interventions de Léonard, de Foucault, la table ronde, plus des articles d'historiens, disons en quelque sorte. Mais le problème, c'est que c'était immense. Il y avait des textes qui partaient dans tous les sens. Avec François Eval, on a discuté beaucoup tous les deux. Au fait, c'est nous qui avons fait le travail là. Nous avons décidé que le plus important, c'était quand même la parole de Foucault. Alors, on a décidé de... Alors là, ça fera des problèmes après, de transformer toutes les interventions des historiens, de les unir un petit peu, de les synthétiser, et de transformer tous les historiens en un historien. Voilà. C'était le dialogue entre Michel Foucault et les historiens. On donnait les noms des historiens, naturellement, qui étaient présents, bien sûr. Mais on ne disait pas « Monsieur un tel dit ça, Monsieur un tel dit ça », parce que ça n'aurait pas été heureux. Ensuite, on a donc fait ce travail de synthèse. On l'a soumis à Michel Foucault, et Michel Foucault a retravaillé son texte. Autrement dit, il a réécrit. C'était quelqu'un de très consciencieux, Foucault. Extrêmement, il ne prenait pas les choses du tout à la légère. Donc, il a fait un véritable travail sur les réponses aux objections des historiens. Et ça a donné ce texte très intéressant, qui est probablement un des plus clairs sur... la rencontre de Michel Foucault avec des historiens à un moment donné. Tout ça a ensuite été publié au Seuil, sous le titre « L'impossible prison ». Alors, le titre, c'est moi qui l'ai trouvé, le titre.
comment appeler ça? Alors je dis à Foucault, on devrait appeler ça l'impossible prison. Je me souviens au téléphone de son rire. Il avait le rire de Foucault. Dit impossible, elle est possible puisqu'elle existe. Je lui ai dit oui bien sûr, mais elle est impossible aussi puisqu'on ne peut pas arriver à la réformer, ça n'a pas, vous le montrez vous-même, enfin. Alors il m'a dit oui, c'est un bon titre, on le prend, et c'est comme ça, voilà, ça s'est passé comme ça. Quand je regarde d'autres études et recherches dans le même livre, L'impossible prison, Jean Lebrun, j'en vois quelques-uns qui, comme moi, calquent sur un objet qui devrait être plus vivant et qui ne mérite pas d'être encadré de cette façon systématique. La pensée de Foucault sur le thème de leur recherche, et puis d'autres qui prennent davantage de liberté, davantage de distance. Et moi, je pense que mon texte, il est susceptible des reproches que Jacques Léonard, dans l'introduction, fait, plus ou moins courtoisement, à Michel Foucault, du genre vous ne laissez pas suffisamment de souplesse aux hommes du passé pour se défendre, vous n'entrez pas vraiment dans leur raisonnement et vous commettez des péchés d'intolérance. Jacques Léonard dit, Michel Foucault considère Surveiller et punir comme son premier livre. C'est uniquement pour ça qu'il mérite un petit peu d'indulgence. Et alors, moi, 30 ans après, je me dis que c'est pas Foucault qui est mon maître et que j'aurais mieux fait de suivre les leçons, ça va peut-être paraître vieux jeu, de Michelet, dont Alphonse Dupron, dont j'étais l'élève, était d'une certaine manière un disciple très fidèle, à la fois philosophe et historien. Et puis, tout simplement, d'un contemporain des faits, là, qui s'appelle Tocqueville. Alors, j'ai retrouvé hier ce texte de Tocqueville, et ça a quand même beaucoup de valeur, et j'aurais bien fait de lire Tocqueville. Je ne l'avais pas fait dans les années 1970, il n'était pas du tout à la mode dans les milieux qui lisaient Foucault. « Soyons historiens, disait Tocqueville, ce qui veut dire ne tuons pas une seconde fois les morts, ne leur ôtons pas, bien plus précieuse que leur vie matérielle, leur vie spirituelle, ce qu'ils ont pensé, aimé et cru, et cela obliquement, en substituant tout simplement à leurs pensées véritables, à leurs croyances, à leurs amours, ce que nous pensons à l'aide des mêmes mots, ce que nous croyons en prononçant les mêmes formules. » Et Michelet disait que l'histoire, ça servait à faire renaître les morts. C'est-à-dire que les morts sont tournés vers nous. C'est pas nous qui sommes tournés vers les morts et qui faisons l'inspection des morts, contrairement à ce que pouvait peut-être penser Foucault. Ce sont les morts qui sont tournés vers nous et qui attendent de nous un secours, une reconnaissance, une nouvelle naissance. Alors, aujourd'hui, j'essaierai de faire revivre les prêtres épaves, j'essaierai de faire revivre les enfants, c'est-à-dire que les figures des moines, les figures des ecclésiastiques épaves, les figures des enfants, elles sont absentes de mon texte. Alors vous, Arlette Farge, vous faites partie des historiens-historiennes qui, justement, vont s'inspirer et vont utiliser cette boîte à outils de Michel Foucault. Donc, dans votre travail, comment vous cheminez, justement, avec Michel Foucault ? La rencontre se fait à partir des archives judiciaires puisque on travaille tous les deux dessus et je chemine avec lui. D'abord de façon intimidée parce que rencontrer un tel personnage à un moment où moi-même je n'ai pas encore une position très assurée, je crois que je suis pas encore au CNRS même. Mais c'est une aventure effectivement qui m'a marquée. Moi c'est vrai que ma vie d'historienne, je dis pas qu'elle bascule mais presque. Enfin elle se transforme énormément. J'avais déjà la passion des archives, mais effectivement, elle est encore plus nourrie, sûrement, et j'apprends beaucoup avec lui, mais dans un certain silence, c'est-à-dire que c'est très difficile de se recommander de Foucault, mais moi,
À vrai dire, ça m'est égal, je fais le chemin, puis on sort Le désordre des familles 2 ans avant la mort de Michel Foucault dans la collection Archives chez Gallimard. Et c'est au moment où Michel Foucault est très silencieux, il n'a pas produit de livre. Après La volonté de savoir, il y a un grand trou, et il y a juste ce désordre des familles, et qui n'est absolument pas... qui tombe à plat. Je ne me sens pas quelqu'un qui est calqué ce qu'il est fait, parce que j'étais aussi très inspirée par Bourdieu ou Rancière. C'était des gens qui ne s'entendaient pas forcément avec lui. Mais ce que j'ai le plus retenu, c'est d'une part son rapport esthétique, mais pas esthétique au sens où on galvaude ce mot maintenant. Son rapport émotionnel et vibrant, comme il le dit dans l'histoire des vies infâmes, aux archives, aux gens de peu, à la misère. Et sa fascination, effectivement, absolument enfantine, je dirais, pour ces textes de peu, ces lettres que les gens adressent au roi pour leur dire que ça va pas. Et je voyais déjà tous ces mots qui, après, ont été pour moi si importants, c'est-à-dire de faire une histoire du singulier sans jamais, jamais oublier le collectif, c'est-à-dire ne pas faire des anecdotes avec les archives, mais entrer à l'intérieur d'une compréhension des systèmes. Et je crois que, effectivement... j'ai fait un chemin de traverse, je suis pas du tout philosophe. Il y a des livres de Foucault que je n'ai pas tous compris, je dois le reconnaître. Les mots, les choses restent toujours pour moi quelque chose de très difficile. Mais tout ce qui a été une approche profonde de l'âme humaine, de la poésie, de l'écriture, son écriture si belle, ça m'a haussée. Je sais pas comment on est haussé par quelqu'un. Et vous, Michel Perrault, en tant qu'historienne, qu'est-ce que Foucault a apporté à votre travail ? Ou à vos objets de recherche? Énormément de choses. Une autre manière de voir les objets historiques, de les concevoir, de les construire, sans renoncer aux pratiques historiennes qui ont leur justification, mais une problématisation. Je crois que j'ai été très sensible à l'idée que la description ne suffit pas, et que identifier les problèmes qui se posent à une époque, c'est absolument capital. Donc la démarche, la méthode m'a énormément intéressée. Et puis alors, je dirais même de manière plus ponctuelle, tout ce qu'il a fait sur la prison. Il y avait énormément de choses à faire pour les historiens. Vous savez, maintenant on a incorporé ça, mais les historiens ne travaillaient pas sur la pénalité, vraiment très peu. On laissait ça au droit. Les juristes travaillaient sur la pénalité, c'était leur truc. Or, comme la coupure, surtout à cette époque, entre les juristes et les historiens était alors la totale, résultat, les historiens ne s'appropriaient pas cet objet qu'à la limite, ils considéraient comme un peu marginal dans le fonctionnement de la société. Alors, ce que dit Foucault, c'est que la prison n'est pas périphérique, elle est centrale. Et c'est souvent à partir des périphéries, des marges, la grande idée des marges, ça aussi c'est des tas de choses qu'il nous a donné, que l'on peut comprendre le fonctionnement d'une société. Du côté des historiens proches de Foucault, ça a été un très grand bénéfice que d'avoir eu ce dialogue, d'avoir pu poser des questions, d'avoir approché un peu la pratique du philosophe qui fait de l'histoire et des historiens. Et je pense que ça a amené Foucault à préciser sa propre position, d'ailleurs, en prenant un certain recul par rapport aux historiens. À partir de ce moment-là, Foucault dit beaucoup plus nettement « Je ne suis pas un historien ». Nous, on aurait bien voulu le considérer comme un historien, naturellement. « Je suis un philosophe qui fait de l'histoire ». Et ça, il le dit très clairement dans sa réponse. Pour moi, ma méthode n'est pas une méthode historique, c'est une méthode problématique, des problèmes, et c'est une méthode généalogique. C'est-à-dire qu'il a bien précisé à ce moment-là quels étaient les deux, au moins, aspects de la question. Quant à ta grande question des archives, du fait que Léonard lui avait dit ça, que vous êtes un cosaque de l'histoire, lui avait-il dit. C'est-à-dire vous galopez à travers les siècles. Un historien ne savait pas ça. Foucault avait répondu, oui, bien sûr, je reconnais le bien fondé de la méthode des historiens, mais moi je suis philosophe. Voilà, de ce point de vue-là, il a beaucoup insisté. Je pense qu'il n'attendait pas de reconnaissance. Il s'en foutait un peu. C'était pas sa tasse de thé d'obtenir une reconnaissance, des lauriers. André Zisberg. Cette table ronde marque bien un tournant,
parce que les réticences qui avaient été exprimées à l'époque, qui étaient des réticences, on va dire, quasiment corporatives, ont vite été balayées. Et donc, les années qui ont suivi ont montré que tout ça avait changé, évolué, et forcé ou obligé ou incité, comme on voudra, peu importe, à tenir compte de cette pensée. Il a un peu appris l'irrespect tout de même. On était dans un système où, malgré mai 68, il y avait les professeurs, il y avait les maîtres de conférences, il y avait les nouveaux, il y avait les anciens, le poids de la tradition. Et donc il a fait du bien, il a un peu secoué le bocal. Dire que la rencontre avec Foucault, on n'en sort jamais indemne. Un homme comme celui-là, cette pensée, aussi toute sa réflexion sur les intellectuels, ça c'est très important. Il n'y a pas un intellectuel général, il y a des intellectuels spécifiques, modestes, engagés dans leur temps, pour des causes bien délimitées, et des intellectuels critiques qui n'adhèrent pas une fois pour toutes à un parti ou à une école ou à une pensée. Ça, c'est très très important parce que c'était un moment où tout tremblait. La plupart d'entre nous venions du marxisme, voire du communisme et tout ça. Et toutes ces choses étaient en train de s'effriter complètement. Et comment penser ça? Alors sur ce point, Sartre ne donnait pas vraiment de réponse. Foucault, lui, en donnait. Vous voyez, alors ça, c'est très très important aussi. C'est aussi quelque chose que je voulais dire, ça. Il nous a aidés non seulement à repenser des objets d'histoire, mais à réfléchir à notre condition d'intellectuel et de travailleur, quoi. Mais vous, Michel Foucault, vous faites terriblement confiance aux hommes. Vous estimez que l'homme peut devenir meilleur. Et cela dans n'importe quel cas, même lorsqu'il a fait le pire. Devenir meilleur... D'abord, est-ce devenir meilleur? Bon, je vais dire une énorme naïveté, mais je n'ai dit que des naïvetés jusque-là, alors ça n'en fera qu'une de plus. Je dirais, devenir meilleur, peut-être pas. Il doit pouvoir être plus heureux. Il doit pouvoir majorer la quantité de plaisir dont il est capable dans son existence. Après tout, on n'a pas tellement de plaisir dans son existence. Et il faut le chercher bien loin, et c'est bien rare. Donc c'est un bilan pessimiste pour vous? Non, pas pessimiste, pour le diagnostic... Car vous parlez un peu de vous en disant cela. Oui, non, mais le diagnostic, si vous entendez diagnostic, par diagnostic, la description que l'on peut faire de la situation actuelle, je dirais que, oui, je suis pessimiste, mais il faut être pessimiste, dans la mesure où il faut éventuellement noircir les choses, pour rendre justement les tâches plus urgentes, et les possibilités futures plus vives et plus claires. Merci à Michel Perrault, Arlette Farge, Jacques Revel, Jean Lebrun et André Zisberg. Archivina, Olivier Tossery. Mixage, Pierre Monteil. Michel Foucault et les historiens dans l'impossible prison. Un documentaire de Séverine Liattard, réalisé par Charles Trou. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marseille. Le site internet sur lequel vous pouvez écouter l'émission pendant un mois, la télécharger en podcast, comme on dit, pendant une semaine. Et d'ailleurs, il faut vous réabonner si vous voulez vous réabonner sur le site de la Fabrique de l'Histoire, puisque depuis un mois maintenant, les codes informatiques ont changé sur ce site et sur tous les sites de France Culture. Ce site internet est tenu par Antoine Lachamp, à la technique aujourd'hui Valérie Lavalard, à la réalisation Marie-Christine Closet. Un numéro de téléphone, le 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, pièce 61 23 à la Maison de Radio France, le site internet www.franceculture.com, et rappelons aussi le site fabriquedesens.net qui recense et qui transcrit des émissions de la Fabrique de l'Histoire et des émissions de France Culture.